La question qui se pose aujourd'hui, c'est où c'est nous, où c'est le chaos, où c'est nous, où c'est la violence. La paix, ceux qui ont ramené la paix, ce sont les victimes du terrorisme. Alors, ceux qui ont ramené la paix, ce sont les soldats, ce sont les enseignants, ce sont les journalistes. Ce ne sont pas ceux qui étaient absents d'Algérie quand la paix est revenue. La paix est un acquis social et civil avant tout. Alors, justement, à propos de la paix... Attendons, il y a ceux qui ont confisqué l'indépendance en 62, maintenant ceux qui confisquent les sacrifices des gens qui sont morts dans la lutte contre le terrorisme. Laissez-moi vous poser plus ma le question. chantage, le chantage. C'est ça encore. Votre message est passé, M. Rahabi. Alors, le candidat Ali Benflis promet un dialogue qui regroupe toutes les sensibilités politiques. Certains en ont fait une lecture, celle relative à la réhabilitation du parti dissous. Bien sûr. Ça, c'est la lecture. C'est une question que je vous pose, M. Rahabi. C'est la lecture la plus facile. C'est la lecture. Dès qu'on parle de dialogue, le candidat Benflis propose un dialogue sans exclusif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue en ce moment. Le dialogue doit être préalable à la prise de toute décision stratégique. Le dialogue doit être un facteur social permanent. Le dialogue ne doit pas être occasionnel. Le dialogue ne doit pas être occasionnel. Ici, le dialogue a commencé en 2011 parce qu'il y a eu des révoltes dans le monde arabe. Le dialogue que propose Benflis est structurant. Il n'est pas occasionnel. Toutes les structures de l'État. Mais quels sont les préalables, justement, M. Rahabi? Aucun préalable dans le dialogue. Le dialogue, c'est vous participez au dialogue à partir du moment où vous vous conformez au principe de la Constitution, vous vous conformez à la légalité, vous rejetez la violence comme moyen d'accès au pouvoir, et vous respectez les règles constitutionnelles, vous êtes apte à dialoguer. C'est ça le dialogue. Monsieur Renami. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière sur les réalisations que les autorités clament haut et fort. Pour rester un peu, recadrer le débat, pour rester, parce que on va revenir sur cela. Permettez-moi de le faire. Rapidement, monsieur Renami. Rapidement, pourquoi premièrement, on ne connaît pas le coût, comme vient de dire M. Rahabi, de ces réalisations. Secondo, ces réalisations, elles étaient censées s'investir dans le bien-être des Algériens en matière de justice sociale. Alors que l'ONS, que vous connaissez, l'Office national des statistiques, j'ai lu dans un journal, il écrit texto que 20% des Algériens, c'est eux qui profitent des richesses du pays, alors que les 80% restants sont dans le besoin. Il y a 3 millions d'Algériens qui sont sortis des conditions précaires de logement. Mais c'est les conséquences. Vous dites pourquoi. Je vous donne un exemple. Il y a 3 millions d'Algériens qui ont bénéficié de logements. Vous dérange? Non, répondez à ça. Je vous réponds. La démocratie devrait commencer autour de cette table. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. Je vous poserai la question aussi sur le dialogue national. Est-ce que vous préconisez un dialogue national comme le fait le candidat Ali Benflis? Et qui n'exclut personne. Je pense que les gens ont la mémoire courte. C'est après les événements de janvier 2011, si vous vous rappelez, après ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le premier appelé pour ce dialogue national, c'était, je pense, Fawzi al-Erbaïn. C'est-à-dire que c'est une idée qui était, c'est lui qui était le précurseur à cette idée-là. Donc, maintenant qu'il y a des élections, je pense que la probité de ces élections, l'égalité des chances, je pense que c'est à eux de déterminer le futur patron de l'Algérie qui, lui, doit mener à des réformes réelles et non fictives. Votre message est passé. Monsieur Salah Abdelhadi, s'il vous plaît, est-ce que je vous donnerai la parole. Vous pourrez rebondir sur quelle question? Non, pour m'exprimer sur le sujet concernant... Rapidement. Sur ce sujet qui fait le tour de toujours table. le dialogue. Le dialogue, voilà. Donc, le dialogue qui est une idée du candidat Ali Benflis, je rappelle. Le dialogue national. Large, exclusif, sans exclusion. On peut le pratiquer de différentes manières, ce dialogue. Ceux qui ont lu le programme de notre candidat, Dr Blaïd Abdelaziz, savent pertinemment qu'il fait appel souvent, dans les réformes qu'il propose, à l'avis du peuple algérien. Dans les réformes structurelles, il sollicite l'avis du peuple algérien, il veut faire
du peuple algérien une partie prenante de sa politique, de la politique qu'il compte mettre en œuvre pour les réformes concernant le système éducatif, pour les réformes concernant la Constitution, pour plein de sujets, il sollicite l'avis du peuple algérien. C'est une manière collégiale, unique de faire de la politique. Le peuple algérien n'est pas habitué à ce qu'on le sollicite sur des questions peut-être aussi basiques que sur le système éducatif. On a pris l'habitude, la mauvaise ou la fâcheuse habitude, de consulter effectivement le peuple algérien une fois tous les 5 ans pour lui demander son avis sur tel ou tel candidat. Est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il n'est pas valable? Et puis, tout de suite après, on retombe un peu dans l'oubli. Les questions économiques tombent dans l'oubli, les questions sociales tombent dans l'oubli. Donc c'est un peu ça, c'est cette nouvelle manière de faire de la politique que la génération de l'indépendance souhaite ancrer dans la pratique algérienne. Monsieur Salah Daradesh. Le dialogue, il me semble que le plus grand dialogue qui a été ouvert, c'était le dialogue du président Abdelaziz Bouteflika depuis 1999. Le dialogue est ouvert. Donc je ne vois pas de quel dialogue vous parlez, franchement. Il y a un dialogue qui est ouvert depuis 1999. Il y a eu la réconciliation, il y a eu la paix qui est revenue. Vous parlez pas totalement. Hein. Nous sommes très heureux qu'il y ait la paix. Je dis que la paix ne concerne pas juste une précision, uniquement en partie de monsieur Abdelaziz Bouteflika. La paix est un souci commun, et je le dis et je le répète parce que c'est très important. Mais quand on parle d'ouverture de dialogue, je répète encore une fois, le dialogue a été ouvert en 1999, le dialogue est toujours ouvert, donc je ne sais pas de quel dialogue vous parlez, s'il y a un nouveau dialogue. De deux, vous dites qu'il y a 700 millions de dollars, d'accord. Vous voyez dans quel état était l'Algérie? 700 milliards. 700 milliards de dollars, oui, 700 milliards de dollars. 10 fois Marshall. D'accord, Marshall ou pas, on est en Algérie, c'est parfait. On peut l'appeler autre chose. L'Europe était bien, c'était ruine en 1945. Oui, nous aussi on est bien instruits, on apprend vite et bien, et nous voulons que l'Algérie décolle. C'est pour ça que sur les 700 milliards, il n'en reste pas beaucoup. Oui, mais parce que les 10 années de la décennie noire, ça ne peut pas encourager des investisseurs étrangers, chose qui est actuellement, on voit beaucoup d'investisseurs, il y a des Allemands, il y a des Français qui reviennent en France. On aurait pu investir nous-mêmes, on n'a pas besoin d'investisseurs. Oui, mais l'Algérien, il faut qu'il apprenne à investir également, parce que parfois on se plaint la bouche pleine, excusez-moi, on veut tout de suite, ça c'est la nature de l'Algérien, il faut qu'on change nos habitudes, c'est pas pour dire, il faut qu'on apprenne à se retrousser bien les manches, à se réveiller tôt et à se coucher tard, et c'est comme ça que l'Algérie, qu'on peut développer l'Algérie. Mais il faut des modèles pour ça, il faut qu'ils voient que ces dirigeants se lèvent tôt, et se couchent tard, et qu'ils sont honnêtes, et qu'ils ne sont pas corrompus. Monsieur Rahabi, quand on fait la bonne école, excusez-moi, quand on fait la petite bonne école, on a des modèles à suivre, et il me semble que c'est une grande école à suivre, excusez-moi. C'est un modèle. Oui, c'est un modèle. C'est probablement un modèle pour vous. Oui, c'est une grande école. Oui, il me semble. Moi, je suis fier de tout Algérien qui apporte le minimum de valeur ajoutée pour ce pays. Mais tout le monde apporte la valeur ajoutée. L'enseignant apporte la valeur ajoutée. Le journaliste, l'ouvrier apporte la valeur ajoutée. C'est ça le. Il ne demande pas pour autant de rester au pouvoir toute sa vie. Non, mais je vous dis, c'est ça l'acte de citoyenneté. Un bon citoyen, c'est celui qui ramène une valeur ajoutée. Vous avez confisqué même la paix. Les 67 000 morts que M. Bouteflika a porté à 200 000. La dernière réunion de conseil des ministres auquel j'ai assisté parlait de 67 000 morts tout d'un coup. Elles sont devenues pour augmenter 100 000. Il ne faut pas rafraîchir la mémoire des Algériens concernant... Non, on avance, on veut avancer, on veut faire avancer l'Algérie. Mais on veut avancer avec des projets, en luttant contre la corruption, oui, il y a une justice qui fait son cours. La justice sociale. La justice sociale, il y a beaucoup d'Algériens qui sont logés. Il y a même ceux qui ont des logements, ils les vendent pour en avoir d'autres. Nous avons des statistiques. C'est pas bien. Quand on a un logement, il faut laisser la place à celui qui n'en a pas. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas de modèle. Vous avez parlé d'une chose très importante. Vous avez parlé de dialogue. Vous pensez que lorsque confisque la parole à l'opposition, il y a un dialogue? Il y a plus de 150 journaux. De quel conflit? Attention, les journaux sont nés en 89. Oui, mais vous dites en confisque. C'est parce qu'on ne peut pas les fermer. Je parle de l'opposition parlementaire. Comme exemple, excusez-moi, je parle de la loi électorale précédente qui a sévi pendant les législatives précédentes. Je pense, comme elle a été votée, elle a permis qui privait les listes qui avaient moins de 5% d'être disqualifiées. Cela indique quoi? À une majorité qui n'est pas représentative. Pourquoi elle n'est pas représentative? Voilà, je vais dire. C'est les urnes qui Pourquoi parlent, Parce que le nombre de voix récoltées... Si vous pensez... Écoutez ce que je veux dire. Oui, mais vous dites qu'ils ne sont pas représentatifs. Mais laissez-moi on le laisse terminer son idée. Laissez-moi terminer, parce que le nombre de voix récoltées ne représente pas la majorité acquise. Pourquoi? C'est vous qui le dites. Mais je vais développer quand même. S'il y avait vraiment
une opposition, s'il y avait une saisine du Conseil constitutionnel qui permettait de bloquer cette loi, un responsable, qu'a dit un responsable à propos de cette loi? S'il n'avait pas mis cette loi en œuvre, il aurait une classe primaire devant lui. Persévérer pour que vous soyez plus présent, pour travailler plus donc, c'est-à-dire aux prochaines élections, pour que vous soyez plus présent dans les deux chambres et imposer vos lois. Éliminer un pan de la population. C'est la loi de la majorité, monsieur. Éliminer un pan de la population, vous appelez ça de la démocratie? C'est la loi de la majorité. Il y a une majorité parlementaire. Attention, moi j'ai appris, quand j'étais petit, j'ai appris une fable. C'est la loi électorale, monsieur Hernani. C'est la loi électorale. Monsieur Hernani, c'est une loi électorale, excusez-moi. C'est la majorité et la minorité se soumet à la majorité tout en la respectant. Et la minorité est protégée par la majorité. Oui, tout en la respectant, c'est ce que je dis. C'était une loi électorale sur mesure. Il faut le reconnaître quand même. Arrivez à avoir la majorité, vous allez imposer. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Et de Monsieur Deraji, je vous assure. Nous sommes des gens qui plaident pour une participation large. Monsieur Hernani. Monsieur Deraji, je vous assure que vous avez de sérieux problèmes de gouvernance et de transparence. Monsieur vous avez gouverné également, vous faites partie de ce système, vous dites vous. Bien sûr. J'aurais aimé que vous disiez nous. Excusez-moi, monsieur mais vous avez fait partie, vous avez été ministre, moi je n'ai pas été ministre, vous dites vous. On est là, on apprend, on veut que l'Algérie décolle. Je vais vous dire moi dans quel gouvernement j'ai été. Dans le gouvernement, quel que soit le gouvernement, vous avez fait partie des équipes dans lequel j'étais, le pétrole était à $11. Justement, quand Bouteflika est venu, le pétrole était à $9. Les gens travaillaient beaucoup. Dans le gouvernement, moi je travaille beaucoup également. Le Conseil national de l'énergie, c'était lui qui déterminait la politique énergétique du pays. Voilà. Je vais vous donner. Je vais vous citer deux exemples entre deux ou trois cas de fonctionnement des institutions. Le gouvernement dans lequel j'étais, le Parlement avait des commissions d'enquête. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change, M. Habib, franchement, honnêtement, je vous le dis... Le Conseil national de l'énergie... Je ne voudrais pas que cette table ronde se transforme en débat entre le représentant de M. Benflis et le représentant de M. Hernani qui parle. Le Conseil national de l'énergie se réunissait. C'est comme les frères ennemis, des frères ennemis. Le Conseil national de l'énergie déterminait et contrôlait la politique énergétique. M. Chekib Khalil a fait la politique énergétique de l'Algérie pendant 10 ans, avec les conséquences que vous connaissez, la corruption, des marchés de gré à gré, un ministre qui n'est plus là, qui peut se faire Voilà la différence entre le gouvernement de Pour aborder une autre question, celle relative à la transition, un mot qu'on entend régulièrement ces derniers jours. Alors, un thème très récurrent, aussi certains le refusent catégoriquement et d'autres le revendiquent même à demi-mot. C'est peut-être le cas de Ali Benflis. Nous pouvons transformer ce mandat en mandat de transition si tel est le souhait de l'Algérie. Est-ce que vous êtes pour une période de transition? Je suis heureux de constater que vous connaissez beaucoup de citations de Benflis. Vous n'en connaissez pas. Je le suis régulièrement dans les médias. Vous ne citez pas les déclarations des autres candidats, mais c'est bien. Ça, vous avez de l'intérêt pour les déclarations de M. Benflis. C'est peut-être parce que les autres candidats ne se sont pas directement exprimés sur la question. Tant mieux. Parce que nous nous sommes exprimés sur tout ce qui concerne les Algériens, de la vie de tous les jours, de l'école, de la cantine, de la crèche. Nous ne savons pas faire que de la géopolitique. Nous savons parler de l'école, de la crèche, du transport, des femmes divorcées, des enfants, des handicapés. Tout ça fait partie de notre programme. Des questions économiques, des questions sociales. Et sur cette question précise, la transition, nous sommes en mesure d'organiser la transition quand nous accéderons à la présidence de la République. La transition ne doit pas signifier l'arrêt du processus électoral et entrer dans un nouveau processus de négociation à la place des élections. C'est pas ce que nous avons compris, nous, transition. J'ai l'impression que les gens disent transition, ça veut dire arrêter tout le processus électoral, remettre les pendules à zéro et commencer à discuter du nouvel. La transition, c'est le passage d'un système autocratique fermé comme le nôtre vers un système démocratique dans lequel tout le monde sera représenté, dans lequel la gouvernance sera imposée à tout le monde. Un instant, M. Deraji, pour respecter le temps de parole, je vous donne la parole, Madame Ledada. Juste pour que je puisse obtenir un peu plus d'explications, parce qu'apparemment, il y a quelque chose vraiment qui m'échappe dans cette position. On est pour le lancement du processus, on est candidat aux élections présidentielles, donc on se présente, on est dans le système, et quelque part aussi, on dit non, attention, je peux m'arrêter à n'importe quel moment et je vous propose une transition
en étant moi-même président de la République. Hein, si j'ai bien compris. Dit, non, non, si j'ai bien compris. Donc, j'ai peut-être mal compris. C'est pas ce qu'on a dit. Monsieur Benflis propose cette période de transition qui durera peut-être 5 ans. Monsieur Benflis n'a pas proposé de période de transition. Monsieur Benflis propose un programme pour diriger l'Algérie de 2014 à 2019. D'accord. Si vous voulez l'appeler transition, appelez-la comme vous voulez. Donc de 2014 à 2019, ce qui résumerait donc le mandat à... Il propose de faire de l'Algérie un pays gouverné par les institutions. Moi, à mon sens, hein, juste pour finir, s'il vous plaît. Par les hommes, nous voulons qu'elle soit gouvernée par les institutions. À mon sens, on essaie de faire plaisir aux uns et aux autres parce que la position de la transition... De faire plaisir aux Algériens. Pardon. Oui, oui. Pas aux uns aux autres. Oui, c'est des Algériens, je suis algérienne. C'est-à-dire que la position de transition est donc appuyée par les gens qui ont refusé, quelque part, de participer aux élections présidentielles. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Mais nous donc ils se sont complètement retirés du processus. Nous avons parlé de transition démocratique. Pardon, nous pour nous, il n'y a pas de période de transition. On va écouter un instant, M. Salah Abdelhadi, je vous redonne la parole. À ce que vous disiez, M. Habib, vous dites nous on s'intéresse à l'école. Bien sûr. Tout le monde mais s'intéresse à l'école. ça, c'est un devoir, c'est une condition sine qua non. Ça devrait être. Il en est le cas pour le cas de notre candidat. La moitié des écoles n'ont pas de cantine. Mais attendez, vous parlez pas de cantine, nous avons 5000 établissements construits dans 1000 CEM, 850 lycées. Dans lesquels il n'y a pas une seule bibliothèque. Je connais. Il y a des bibliothèques, même numériques. Il y a des bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèque. Ne soyez pas fatalistes. Non, ça, excusez-moi, c'est une insulte pour l'école algérienne dont je fais partie. Vous dites il n'y a aucun moyen. Il y a de grands moyens. Il y a 100 milliards de dinars qui ont été injectés. Non, mais heureusement que c'est l'argent. Donnez-moi une statistique sur les cantines. Moi, je peux vous dire combien d'écoles sont pourvues de cantines scolaires. Combien d'écoles ont une bibliothèque. Tous nos établissements primaires sont conçus de cantines. L'investissement dans l'être humain. Dans l'être humain, oui, il y a de l'investissement dans l'être humain, dans la formation. Il y a plus dans les hôtels, oui. Non, il y a plus de 300 établissements de formation professionnelle. Donc on s'adresse aux jeunes qui sont... Que pensez-vous du niveau de l'élève aujourd'hui? Le niveau de l'élève, il est ce qu'il est, comme il est le niveau au niveau international. Que pensez-vous des buts des paliers? Est-ce que vous savez que veut l'école algérienne dans le premier palier? Dites-le nous. L'école, elle est confiée aux spécialistes et nous sommes en train... Dites-nous quels sont les buts. Pardon. Dites-nous quels sont les buts du premier palier. Allez. Les buts du premier palier, c'est de préparer le citoyen à être le manager de demain. J'en fais partie de cette école. Le niveau de pénétration des technologies de la communication dans l'école, aucun. Non, il est clair que le système mais au niveau même, monsieur, vous dites, devrait faire l'objet la politique de beauté s'est intéressée également, même à la femme. C'est qui a mis en valeur la femme algérienne. Quel est le degré de... Il ne faut pas s'échanger comme ça des accusations. Je veux dire que... Non, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apporte nous? Quelle est la réponse du primaire jusqu'au poste d'emploi. Améliorer le secteur de l'éducation. Nous avons des propositions. C'est un débat. Justement, il faut parler des propositions. Mais il y a des normes internationales, monsieur Rahab. Il y a des normes internationales. C'est-à-dire l'Algérie ne peut plus être à la traîne. Il faut qu'on soit en même diapason, en même norme internationale. C'est-à-dire un universitaire, un enfant qu'on engage à la maternité. Écoutez, nous, dans le programme du docteur, vous savez qu'on n'arrive pas à maîtriser les élèves, par exemple. Excusez-moi, je plaçais juste une phrase. Nous, par exemple, parce que la politique préconisée... Je ne la placerai pas. est mal conçue. Non, comment que... Pourquoi elle est mal conçue? Pourquoi? Écoutez, monsieur... Non, mais vous utilisez une terminologie générale, mal conçue. C'est pas du concret ce que vous dites. Écoutez, moi j'étais à l'éducation pendant 25 ans. Donc, je suis plus... Moi, j'ai 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis à l'enseignement supérieur. J'en connais bien. Non, je parle de l'éducation nationale. Vous parlez de... Il est temps que les jeunes prennent le relais. Voilà. Je parle... L'école a failli à ses missions. Elle n'a pas failli. Non, vous êtes fataliste, monsieur. Il faut la Non, il faut... En fonction... Et comparativement avec... Alors, on ne parle pas d'école, monsieur Renami, juste pour recadrer. C'est très important. Il y a d'autres questions importantes aussi qu'il faudrait aborder, notamment la question de la Constitution. Alors, chaque candidat a sa propre vision. Justement, je pense que c'est le point qui regroupe les 6 candidats. Le fait de revoir la Constitution. La Constitution, je pense que c'est le socle de ce changement. Ça a été proposé ou par le... Excusez-moi, pour respecter donc, pour la Constitution, il y a 3 points très importants dans la Constitution, qu'on énumère premièrement. Il faut avoir une séparation du pouvoir. Un Parlement très fort, muni
d'une opposition qui a le droit à la saisine constitutionnelle. Troisièmement, une indépendance totale de la justice. Troisièmement, on ne veut pas que le président de la République soit le président du Haut Conseil de la magistrature, dans le souci de séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir, comment dirais-je, du pouvoir... législatif. Non, pas exécutif. Quatrièmement, ce qui est très important, on veut que le Haut Conseil, pour les juges, il faut qu'ils soient eux-mêmes. La Cour suprême. Le Conseil supérieur de la magistrature, il faut qu'ils soient élus par ses pairs. Et en impliquant les différents syndicats des juges. Pourquoi? Et autre chose, concernant le Conseil constitutionnel, on veut que les juges soient nommés à vie pour essayer d'éviter toute pression administrative, aussi des autorités, etc., pour essayer qu'ils mènent à bien leur mission d'équité et d'impartialité. Vous avez bien fait de poser la question de la Constitution, parce que si nous sommes là aujourd'hui, si l'Algérie est à ce niveau de problème politique, de déséquilibre entre les pouvoirs, c'est parce que nous avons révisé la Constitution de 1996, qui était un document consensuel, de convergence, et qui était l'aboutissement d'une concertation d'une année entre le président Zeroual et toutes les forces politiques légales représentées au Parlement, société civile, les anciens responsables ont été associés à cette constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2, donnait des pouvoirs très élargis au président du Conseil constitutionnel, ne donnait presque aucune autorité au chef de l'État sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous avions la constitution de Zeroual, celle de 1996, qui était une constitution d'avant-garde dans le monde arabe, parce que c'était la seule constitution dans le monde arabe dans laquelle il y avait une limitation de mandat. Écoutez bien, la seule constitution dans laquelle il y avait une limitation de mandat, c'est celle de 1996, qui a été révisée en 2008 pour nous faire entrer dans la présidence à vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand nous sommes rentrés dans la présidence à vie, le monde arabe en est sorti. Nous sommes aujourd'hui le seul pays dans le monde arabe à avoir une constitution sans limitation de mandat. La révision, il faut respecter un peu la répartition, le surnommé. Le tiers présidentiel, il faut l'abroger. La révision a été promise en 2001. Il faut abroger le tiers présidentiel. Monsieur Darraji, la révision a été promise en 2001 après les révoltes dans le monde arabe. Elle sera profonde, monsieur Le Ben Salah a réuni les gens pendant 6 mois et nous sommes au stade où on a été en 2008. C'est maintenant que vous parlez. Pour que vous répondiez à ma question, on propose aussi l'abrogation du tiers présidentiel qu'on voit en lui un tiers bloquant. Il est toujours utile, ce tiers. Il peut toujours être utile. On attend que les choses se tassent. Excusez-moi, l'Algérie a besoin de ce tiers. C'est ma conviction. Je suis sénateur, je ne suis pas du tiers, je suis élu, mais nous avons besoin de ce tiers, monsieur, dans l'intérêt de l'Algérie, je pense. Revenons à la... Éternellement. Temporairement. Vous savez qu'on l'appelle le tiers bloquant. Pourquoi? Parce qu'il ôte du peuple algérien sa souveraineté. Il sert l'Algérie. Je vais vous le démontrer. Laissez-moi pour la Constitution. Vous dites que la Constitution a été amendée, M. Rahabi, en 2008. Pardon, c'est Rahabi, c'est très important. Le tiers bloquant, pourquoi? Vous savez que le mécanisme du vote des lois, il y a la Chambre basse qui vote la loi, puis elle passe au Conseil constitutionnel. Imaginez un extrémisme quelconque, M. Rahabi. Non, mais vous me dites... Oui, je vais vous démontrer qu'il est... Non, vous ne pouvez pas me démontrer. Vous démontrez l'intérêt de ce pays. Il ôte la souveraineté du peuple. Lorsque ça passe chez la Chambre haute, qu'est-ce qu'on exige les 3/4? Non, c'est pas... 3/4. C'est intelligent, monsieur Rahabi. Les 3/4 moins le tiers, on n'obtient pas les 3/4. Ça, c'est intelligent. Moi, je dirais c'est intelligent pour ceux qui ont conçu ce tiers.
C'est dans l'intérêt du pays. Et quand on aime son pays, il y a des garde-fous. Excusez-moi. C'est-à-dire, vous pensez que ce peuple est toujours mineur? Non, 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 il n'est pas mineur. Il n'est pas mineur, mais c'est un gage contre tout extrémisme. Merci, M. Rahabi. Non, non, il faut appeler un chat. Ça y est. Soit on aime ce pays, soit on ne l'aime pas. Quand on l'aime, on le protège. Non, je ne fais pas de protectorat. L'amour du pays ne se mesure pas. Non, 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 mais attention. Mais imaginez, M. Il n'est même pas sujet à débat. M. Ranmi, imaginez un extrémisme quelconque. Il ne faut jamais taxer quelqu'un qui n'est pas de votre avis. Non, quelqu'un qui n'aime pas son pays. Est-ce qu'on peut revenir à la Constitution? Mais je vous dis, M. Ranmi, mon éducation prend pour un amour. Je vous parle dans l'absolu. M. Ranmi, non, je vous taxe pas. Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Parce que c'est quelque chose que j'accepte pas. Et que je n'accepterai jamais. Dans l'absolu, je vous ai dit, il faut aimer son pays, il faut le protéger. Le pays n'est pas la propriété de personne. M. Ranmi. Parce que si je vous parle de mon itinéraire, je vous dirais que... M. Ranmi. On parle d'idées et de programmes, pas de personnes. Voilà. Donc je vous ai dit, ce tiers, il est utile temporairement. Pour moi, c'est un point de vue à moi. C'est pour protéger, préserver les intérêts de notre pays. Je vous pose la question, imaginez un extrémisme quelconque au niveau de la chambre basse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire toutes les femmes au foyer. On va faire rentrer toutes les femmes à la maison. Ils n'ont plus le droit de travailler. Imaginez que cette loi passe à la peine. Qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes? Mais pourquoi vous allez au cas extrême? Non, 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 mais c'est un cas parmi tant d'autres. Vous ne faites pas confiance au peuple. Non, c'est pas que je ne fais pas confiance au peuple, mais je vous ai dit, ça c'est un gage qui peut donner des garanties. Je vais vous citer un seul cas dans lequel le tiers présidentiel a été actionné. Il n'y a pas de règle sans exception. Je vais vous citer un cas. Vous êtes sénateur, je vais vous citer un cas. Oui. J'ai fait voter en qualité de ministre une loi sur la publicité. Vous voyez, moi j'appartiens à un gouvernement qui réglementait tout. Il ne laisse pas la publicité aux petits copains. Réglementer une loi sur la publicité, votée par l'Assemblée nationale, elle arrive au Sénat, elle a été rejetée en bloc par le tiers présidentiel. Mais c'est bien qu'il ait pu rejeter. C'est la seule qu'il a rejetée dans son histoire, mais qui ne portait aucun risque. Qui ne représentait aucune menace pour le pays. C'est un gage, c'est une protection contre un extrémisme. Peut-être la parole à Mme Leïla Chorfi. S'il vous plaît. J'ai été sage, j'ai attendu donc gentiment mon tour. C'est juste pour revenir à la question de la Constitution. Je pense que c'est un point qui rapproche un peu les 6 candidats parce qu'on est tous d'accord pour dire que la Constitution doit être revue en ce qui concerne surtout les mandats présidentiels parce que nous proposons justement un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, ce qui fait donc un maximum de 10 ans. Nous prévoyons également aussi la création d'une Cour suprême constitutionnelle. Ça, c'est très important aussi parce que actuellement les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'appel et donc elles ne sont soumises à aucun contrôle. Il y a également ce qu'a présenté aussi le représentant du candidat, M. Arbaïn, consacrer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Donc nous nous regroupons tous pour nous dire que s'il y a refonte de la Constitution, ça doit être par référendum populaire. Et c'est une Constitution qui doit être immuable, applicable, et on ne doit pas toucher à ce texte qui, pour moi, est un texte sacré. Voilà. Alors, l'une des questions qui revient également pendant cette campagne électorale, c'est beaucoup plus l'après 17 avril. Beaucoup de partis anticipent sur ce qui va se passer après le 17 avril. Moi, ma question, je la résume. Comment voyez-vous ce qui va se passer après le 17 avril en termes d'organisation politique? Quel sera le système politique auquel vous pensez? Si notre candidat est élu, si Ali Benflis est élu, nous avons des idées extrêmement claires. C'est mettre en place une véritable société des libertés portée par des institutions. Nous sommes contre toute forme de présidentialisme à outrance, comme celui que nous vivons en ce moment, le monarque président qui décide de tout et de rien, et qui peut, à partir seulement de son bureau, faire paralyser une institution comme le Conseil constitutionnel ou comme le Conseil supérieur de l'énergie ou comme le Conseil supérieur de la magistrature, donner la place au contre-pouvoir institutionnel, donner à la société civile sa place en tant qu'acteur, pas en tant que spectateur. De quoi sera formé ce contre-pouvoir, M. Al-Habib, dans la vision de Ali Benflis? Dans la vision de M. Ali Benflis, les contre-pouvoirs, ce ne sont pas seulement les contre-pouvoirs classiques que vous connaissez à l'intérieur des institutions, mais la société civile. Donner la place à la société civile. Un des contre-pouvoirs, c'est la presse.
donner à la presse, médias, oui. tous les médias, toute forme de médias, un des contre-pouvoirs, c'est la société civile et c'est les institutions élues. Une véritable institution n'est crédible que si ce sont des élus qui la dirigent. La crédibilité de toutes les institutions vient de leur légitimité. Nos institutions souffrent d'un déficit de légitimité. C'est ça son problème. C'est que les Algériens remettent en cause toutes les institutions. Ils savent que la fraude est systématique. Et c'est ça qui mine la crédibilité des institutions. Ce qui mine la crédibilité d'un média, et vous êtes journaliste, c'est parce que vous n'avez pas une autonomie, c'est parce que vous ne pouvez pas être objectif, c'est parce que moi, par exemple, je suis invité tous les 5 ans. Ça mine votre crédibilité. Ça ne mine pas que la crédibilité des médias. Je ne parle pas des journalistes, je parle de l'institution. La crédibilité, c'est que les Algériens retrouvent la réalité du service public. Le service public, ce n'est pas un média qui est au service de l'État, c'est un média dans lequel on voit la position du gouvernement, bien sûr, la position de l'opposition, la position de l'expertise, la position de la rue. C'est ça qui forme une opinion publique. Mais si vous continuez à traiter l'Algérien comme on est en train de le traiter maintenant, à lui faire croire que si le gouvernement change, c'est la fin du monde, c'est le chaos, c'est l'apocalypse. Vous savez, écoutez, j'ai écouté le ministre de l'Éducation, tenez-vous bien, le ministre de l'Éducation, là où s'incube l'esprit de rigueur dans l'éducation, dire que s'il a plu, c'est grâce à Bouteflika. Si le prix du pétrole, c'est grâce à Bouteflika. Ce ministre de l'Éducation, qui aurait dû enseigner le phénomène naturel de la pluie, qui aurait dû expliquer aux élèves que si le prix du pétrole a augmenté, c'est parce qu'il y a eu une croissance économique extraordinaire dans les pays émergents, que la Chine consomme plus de pétrole, écoutez, que la Chine consomme plus de pétrole, que l'Europe a vécu une 10 années de croissance, et que logiquement, cette croissance a entraîné une forte demande des hydrocarbures qui a entraîné une hausse des hydrocarbures. Au lieu d'apprendre le bon sens, la logique, la rationalité, on tient un discours de charlatanisme. C'est ça la mise en condition de l'opinion publique algérienne. Oui. Pour lui répondre, on passe. Très bien. Monsieur Draghi. Il est d'accord avec moi, Monsieur Draghi. Rapidement. Non, je voudrais juste. Après 17. Je voudrais juste. Laissez-moi. Pour lui donner. Je voudrais juste dire à M. Rabi. Rapidement. Vous êtes d'accord quand même sur ça? Vous aurez la parole, monsieur. Vous aurez la parole, monsieur. Oui, attendez. Il y a une iniquité de. Non, laissez-moi. De partage. Vous prenez un discours qui est extraordinaire, mais là, j'aurais aimé que ce discours. Je l'ai toujours prôné. Il m'a pas semblé vous avoir entendu. Il m'a pas semblé vous avoir entendu. C'est moi qui libérais les médias quand j'étais ministre. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ce que vous dites est extraordinaire. Je l'ai toujours été. Non, laissez-moi parler alors. Il m'a donné la parole. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. 5 minutes. On ne peut pas dépasser 5 minutes. Rapidement, il n'y a pas une équité là. Vous avez parlé, monsieur Nami. Mais certaines. On va vous donner le mot de la fin, monsieur. Vous parlez de la fraude, les baïonnettes sont engagées vers le candidat Abdelaziz Bouteflika et ses représentants. Pourquoi on parle de fraude? Vous êtes, monsieur Rabi, ainsi que d'autres, ils étaient dans le système. Pourquoi la fraude peut venir de n'importe où? Peut venir de n'importe où. Pourquoi tout de suite c'est Abdelaziz Bouteflika et c'est le système? Monsieur Rabi, vous étiez dans le système. Le langage que vous prenez. Parce que nous avons le seul président élu à 91% en 2014. Mais ce n'est que même, monsieur Rabi, c'est une fois que vous êtes en dehors du système, je vous mets au défi. Vous êtes en dehors du système, les élections de Zorwell. Les élections de Zorwell. Il n'y a pas eu. Moi, j'admire votre discours réellement. Ça n'avait pas été en confrontation encore entre le représentant du candidat. Vous me parlez de l'après-17. En une minute. Pour donner la parole. Pour l'après-17. Parce que nous n'avons pas été au pouvoir, nous sommes peut-être plus crédibles. Qu'est-ce qu'on veut? Après le 17, on veut une constitution consensuelle. Dans le dénominateur commun des 6 candidats figure. Ce dénominateur commun, ce seront les points cités et énumérés par M. Rabbaï, à savoir une opposition, une indépendance, une séparation des pouvoirs, une abrogation du tiers présidentiel et en dernier, surtout, le contre-pouvoir. Moi, je dis que le contre-pouvoir. Cette cour des comptes qu'on est en train de... Le contre-pouvoir, c'est quoi en fait? C'est des débats, c'est une confrontation d'idées. Et si, pardon, excusez-moi, et si on n'arrive pas à mettre en place le couloir de négociation, nous allons laisser ce contre-pouvoir à la rue. Et il ne faut pas le laisser à la rue. Il faudrait qu'il soit cadré, il faudrait qu'il soit organisé. Ouais. On devrait s'entendre sur des thèmes majeurs. On devrait constituer des courants politiques. C'est ça un contre-pouvoir. C'est donner la force à la voie démocratique, parce que c'est la seule voie qui peut nous mener
amener à un changement réel. Et le changement, c'est justement le candidat Dr Blaïd Abdelaziz qui le temps de l'émission qui nous est imparti, c'est terminé. Madame Leila Chorfi, merci d'avoir participé avec nous à ce débat. Vous êtes représentante, je rappelle, du candidat Abdelaziz Blaïd. Merci à vous également, monsieur Salah Daradji, représentant du candidat Abdelaziz Bouteflika. Merci à vous également, monsieur Jamal Ghenami, représentant de monsieur Ali Fouzi Rabbaïn. Et merci à vous également, monsieur Abdelaziz Al-Habi, représentant du candidat monsieur Ali Benflis. Merci à vous, madame, monsieur, pour nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous dire au revoir et bonne soirée. Élection présidentielle jeudi 17 avril 2014.